فلسطين أصوات ميدان البحث. Palestine, terrain sonore, l'entretien. Saison 2, les rites funéraires en Samarie romaine. Première partie, des sarcophages voyageurs. Bienvenue en Palestine, terrain sonore. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens, avec Clémence Vendriès. Nous continuons notre travail de recherche sur le terrain malgré les restrictions politiques et sanitaires. Pour inaugurer la saison 2 de Palestine Terrain Sonore, c'est au tour de Lucie Duvignac de se prêter au jeu des réponses après avoir fait les questions pour la première saison en 2020. Pourquoi ? Parce que Lucie a fini son terrain de recherche en Palestine et qu'elle a rejoint l'université de Poitiers pour rédiger sa thèse et y donner des cours d'archéologie funéraire et levantine. Lucie Duvignac vient nous raconter son terrain pour lequel elle a vécu 3 ans à Jérusalem. Elle est en 5e année de doctorat d'archéologie au laboratoire Herma, hellénisation et romanisation dans le monde antique à l'université de Poitiers. Elle a bénéficié d'une bourse de recherche pendant 1 an à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem au titre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Puis elle a continué pendant 2 ans comme doctorante au sein de l'Institut français du Proche-Orient. C'est en tant que spécialiste des sarcophages de la Palestine antique qu'elle a récemment participé au chantier international de fouilles de Beit Ras en Jordanie et à la mission franco-palestinienne de Samarie-Sébaste dirigée par Jean-Sylvain Caillou. Sa thèse, dont le titre est provisoire, porte sur les sarcophages de Samarie d'époque romaine du 1er au 3e siècle de notre ère. Donc aujourd'hui, place à la Palestine antique, et plus particulièrement à la Samarie, nom ancien d'une région située au nord de la Cisjordanie actuelle, dont la ville principale est Naplouse. La Samarie est un nom biblique réutilisé et actualisé par les colons israéliens qui occupent cette région, Shomron en hébreu. Ce toponyme historique est une manière de revendiquer l'antériorité de leur présence sur ces terres palestiniennes. La Samarie a également donné son nom à une communauté dite israélite, unique au monde, qui vit entre le mont Gérizim, leur lieu saint qui surplombe Naplouse, et Tel Aviv. Les Samaritains y vivent depuis le 4e siècle avant notre ère. Comme on peut le voir, le simple nom de Samarie est l'objet d'appropriation ou d'interprétations identitaires multiples. Nous l'utilisons, dans le cadre de cet épisode, dans son sens historique strict entre le 4e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Dès le 4e siècle avant notre ère, les sarcophages sont un mode de sépulture privilégié en Samarie, et à l'époque romaine, la production de sarcophages se développe dans des ateliers locaux. Mais d'où vient cette mode funéraire ? Comment s'adapte-t-elle aux différentes traditions locales et aux différentes communautés vivant sur le territoire ? Pour affiner la connaissance des communautés samaritaines et païennes, Lucie Duvignac questionne l'émergence des sarcophages en Samarie, ainsi que les changements induits dans les rites funéraires par ce mode de sépulture. La production des sarcophages renseigne à la fois sur les pratiques funéraires et les croyances samariennes. Merci d'avoir accepté d'inaugurer la saison 2 de Palestine Terrain Sonore, avec un premier entretien qui parle enfin d'archéologie. Bonjour Lucie. Bonjour. Tu es née où et quand ? Je suis née le 12 août 1993 à Niort. Et comment as-tu rencontré la Palestine ? Alors, comment j'ai rencontré la Palestine ? Donc la première fois que je suis venue en Palestine, c'était en août 2015. C'était pour participer à une mission archéologique à Sébaste, une ancienne cité de l'Antiquité en Palestine. Et donc je participais non pas à des fouilles, mais plutôt à des prospections, à des travaux post-fouilles. Essayer de répertorier les sarcophages qu'on pouvait retrouver dans le village. Donc, puisque pour diverses raisons, il y avait du matériel archéologique qui est un peu disséminé un petit peu partout dans le village, et notamment des sarcophages qui appartenaient avant à un tombeau romain. Donc c'est la première fois que j'ai travaillé vraiment en Palestine. Dans un champ disciplinaire sur le passé, comment est-ce que tu en es venue à t'intéresser à l'objet funéraire ? Parce que tu pourrais t'intéresser aux vivants aussi, enfin, mais s'ils sont morts, mais aux pratiques des vivants. Je sais que j'aime beaucoup l'archéologie funéraire, et en fait je ne saurais pas dire pourquoi en premier lieu, c'est ce qui m'a le sujet qui m'intéressait le plus. Peut-être parce que moi personnellement, c'est que je n'ai pas vraiment, je suis agnostique et que je n'ai pas d'idée d'une vie après la mort, et que peut-être que c'est aussi ça qui creuse ma curiosité et que j'ai envie d'en savoir plus sur les différentes pratiques des populations anciennes, mais envie d'en savoir plus un petit peu sur un système de mentalité, sur des croyances qui m'échappent. Le monde funéraire, ça permet de toucher aux mentalités des populations passées, aux croyances. En fait, on réagit pas tous de la même façon face à la mort. On a aussi beaucoup je pense que c'est ça aussi qui fait la diversité des pratiques funéraires, c'est ces réactions un petit peu qui vont être différentes, des superstitions parfois, des réactions plus émotionnelles. C'est un monde que je ne connais pas. Étudier les sarcophages, ça permet certes d'en savoir plus sur les pratiques funéraires, mais aussi sur la pratique des vivants, toujours, puisque c'est étudier aussi, par exemple, un atelier de production, donc ça rejoint aussi des questions, pourquoi pas économiques. Ça permet de toucher à plusieurs domaines, donc c'est en fait
Étudier un objet funéraire ne veut pas dire forcément qu'on étudie que le monde des morts, on étudie forcément le monde des vivants. Je vais procéder de manière très méthodologique, comme quand on procède à l'étude d'un document. Et donc on va commencer par définir les bornes chronologiques et géographiques de ton sujet. La Samarie, en fait, elle a plein de définitions. C'est une région un peu dont la définition a pu changer au cours des siècles. Les frontières ont pu varier aussi au cours des siècles. La Samarie, ça n'a pas de définition politique. Ça fait partie de la grande province de Judée, qui est sous domination romaine. Et donc la province de Judée qui a pour capitale Césarée, qui est une ville côtière du nord de la Palestine, en Israël actuellement. Moi j'utilise le terme de Palestine au sens historique. En fait j'ai un peu du mal pour décrire des sites antiques de parler d'Israël. Israël au sens antique ou pour l'état d'Israël actuel? Justement au sens actuel. Tu peux dire Palestine antique? Palestine, voilà, au sens de la grande région de Palestine. Quand on parle de la Samarie, pour juste un peu contextualiser par rapport à sa place dans l'Empire romain, est-ce que c'est plutôt une région qui est ouverte sur l'extérieur avec de nombreux échanges ou plutôt un espace replié sur lui-même avec une identité locale forte et des traditions culturelles spécifiques? Pour la Judée et la Samarie, il y a une spécificité. Un pouvoir local va reprendre un petit peu donc, l'hégémonie sur la région à la fin du IIe siècle avant notre ère, avec donc l'avènement des Asmonéens, qui sont une dynastie de prêtres de Jérusalem. À partir de Jérusalem, ils vont reprendre leur pouvoir en Judée, mais aussi conquérir donc les territoires plus au nord, et donc vont aussi reprendre Sébaste, donc qui va être détruite. C'est finalement Hérode qui va faire revivre la ville de Sébaste. Sébaste qui a été offerte par Auguste à Hérode. Sébastos en grec, donc signifie Auguste, simplement, en l'honneur donc, de l'empereur. La ville prend surtout de l'importance de Sébaste au milieu du IIe siècle, sous le règne de l'empereur Septime Sévère. Avant même l'avènement de Septime Sévère, c'est quand même une région qui est très en lien avec le reste de l'Empire romain par le commerce et les échanges. L'inhumation en sarcophage, elle apparaît en Samarie même avant l'arrivée de ces colons romains. J'ai un exemple de sarcophage qui a été retrouvé dans une tombe hellénistique. Donc ça montre que là aussi, donc, cette pratique était déjà connue, donc qui a peut-être aussi là été importée par des colons grecs ou macédoniens, puisque la ville de Sébaste, donc avant de s'appeler Sébaste, a aussi connu une occupation à l'époque hellénistique. Donc une occupation grecque qui a lieu entre le 4e et le 2e siècle avant notre ère? Avec l'arrivée d'Alexandre le Grand, donc en 332, jusque tout à la fin du IIe siècle avant. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier l'Antiquité romaine? C'est aussi à l'époque romaine que se développent la plupart des grands ateliers de production de sarcophages. À partir du IIe siècle, surtout, l'expansion de cette pratique funéraire, donc d'enterrer à l'intérieur de ce contenant en pierre, qui est très souvent décoré. C'est ça aussi qui m'a menée à étudier cette période. C'est plutôt l'objet sarcophage qui ensuite t'a motivé à étudier l'Antiquité romaine. J'avais déjà étudié l'âge du fer, où on a quelques exemples, mais c'est surtout à l'époque romaine que va se développer cette pratique, et notamment avec donc le développement d'ateliers de production locaux, donc de sarcophages en pierre, qui vont se développer surtout dans cette région un peu montagneuse du nord de la Palestine. On va commencer plutôt dans la région de Jénine et pour aller un petit peu au sud de Naplouse, jusqu'aux marges donc, de la vallée du Jourdain, et à l'ouest la plaine côtière qu'on appelle la plaine du Charbon. Alors qu'au sud, on va connaître d'autres pratiques funéraires. D'autres pratiques funéraires vont se développer autour de Jérusalem, notamment des enterrements secondaires dans des ossuaires. Et quand tu évoques un enterrement secondaire, ça veut dire... L'enterrement secondaire, donc c'est après donc un premier enterrement, première sépulture, la décomposition des parties molles du corps. On va procéder donc à une collecte minutieuse de ces ossements pour les récupérer à l'intérieur d'un contenant, donc l'ossuaire, qui est utilisé à Jérusalem au tournant de notre ère. On va placer ces ossements dans ces ossuaires qui sont sculptés en pierre. Dans quelle mesure est-ce que le sarcophage est une pratique rare ou courante dans l'Antiquité romaine ? Au Proche-Orient, c'est la pratique qu'on retrouve majoritairement, c'est l'inhumation, l'enterrement des corps. Pas forcément un sarcophage qui suppose aussi plutôt une certaine richesse de la part des défunts. La production d'un sarcophage en pierre, un sarcophage sculpté, ça coûte de l'argent. Payer toute la chaîne opératoire, de l'extraction de la pierre jusqu'à la sculpture de la cuve et des décors, de divers décors qui étaient ensuite sculptés.
En Samarie, on retrouve principalement des sarcophages en pierre calcaire, donc dans la pierre locale. On n'avait pas beaucoup d'importation. On a un exemplaire assez bas, on a un sarcophage en marbre qui provient de Proconès, donc c'est une île en Asie mineure, donc dans l'actuelle Turquie, qui montre aussi un certain statut social sûrement du défunt, qui pouvait se permettre donc, de payer une importation d'un matériau noble qui a dû voyager. Donc ces sarcophages en marbre romain, on va les retrouver beaucoup sur les côtes dans la capitale de la Judée, à Césarée. Plus on s'éloigne des côtes, plus il faut payer des coûts de transport importants. Il y a un important aussi réseau de communication, mais donc c'est dans une région assez aussi montagneuse, donc c'est pas forcément facile de déplacer un sarcophage jusque dans ces régions un peu plus éloignées des côtes de la côte méditerranéenne. Et surtout que la Palestine n'est pas vraiment connue pour ses fleuves. Oui. C'est plus compliqué à transporter. Ouais, on a comme des routes importantes donc, qui allaient jusqu'à Sébas, jusqu'à Naplouse. On retrouve quelques fragments, quelques exemples d'importation en marbre. Mais le gros de la production, c'est la production locale. Le matériau qui est utilisé, donc c'est du calcaire local. Et on peut le voir aussi dans les différents types de décors qui étaient sculptés sur ces sarcophages. On va pouvoir, en étudiant un petit peu donc les styles de ces décors, retrouver différents ateliers de production. On a déjà évoqué un sarcophage en marbre qui a été importé directement depuis l'Asie mineure. Et là, tu as reparlé d'exportation, donc d'exportation depuis les ateliers locaux samariens. Donc, quelle distance peuvent parcourir au maximum les sarcophages? Est-ce qu'ils sont vraiment utilisés de manière locale ou est-ce qu'ils vont assez loin dans la Samarie? Est-ce que ça dépend aussi de peut-être la réputation ou du rayonnement de l'atelier en question? Dans mes prospections, je me suis aussi focalisée donc, sur la Samarie, qui forme le cœur de ma recherche. Mais on retrouve aussi des sarcophages du même type, donc produits dans le même atelier, dans des régions frontalières, dans des régions voisines, donc notamment donc, dans la plaine côtière, donc, qui se situe juste à l'ouest de la Samarie. On va retrouver quelques exemplaires, près de Netanya notamment. Un petit peu au nord aussi de la Samarie, donc la vallée de Jezreel, qui se situe juste au nord ensuite de Jenin. J'ai quelques rares exemplaires. En fait, j'en ai deux qu'on retrouve sur le site de Pella en Jordanie, donc quelques exemplaires qui ont aussi là traversé le Jourdain. On peut supposer aussi que ce sarcophage en fait est exporté. Naplouse et Jenin sont éloignés d'à peu près 50 km. Naplouse et Netanya plutôt de un peu moins d'une centaine de kilomètres. Et Pella et Naplouse... alors Pella c'est Tabakat Fahel en arabe si tu peux trouver. Ah c'est pour ça. Tabakat Fahel. Ouais, ça va être plus compliqué. Avec un Ain. Ah non, avec un H. Fahel avec un H, ouais. Appelé autrefois Pella et Bérénice. Ouais, c'est ça. S'il y a plusieurs Pella, il y a plein de Pella et c'est comme il y a plein d'Alexandrie. Il avait pas beaucoup d'imagination quand même, Alexandre le Grand, hein, quand il nommait des villes. Là, pour le coup, je regarde rapidement les distances, mais en fait, comme c'est une région où il est difficile de prendre une route assez directe entre deux points donnés... C'est un peu anachronique, parce que là aussi, il faut vous prendre aussi les distances par rapport aux voies antiques. Exactement, ouais. Quand j'ai mis Naplouse, Netanya pour avoir un ordre d'idée, il me met plus de 100 km, mais c'est parce qu'en fait, à cause des checkpoints, il faut faire un énorme détour par le nord. Et là, c'est pareil avec Naplouse, c'est ça, il y a marqué 160 km, mais en fait, tu fais une énorme boucle autour des frontières actuelles de la Cisjordanie, alors qu'en réalité, je pense que ça doit faire peut-être moins d'une centaine de kilomètres à vol d'oiseau. Mais tu sais que quand t'es assez basse, t'es en haut de la colline, donc c'était fait aussi pour que tu puisses voir la Méditerranée. Donc on n'est pas si loin que ça, hein, vraiment, c'est vraiment des régions qui sont... Ouais, on voit très bien les tours de Netanya. C'est très petit, la Palestine, et donc la bande de terre qui se situe juste à l'ouest de la Samarie, elle est très étroite. Donc voilà, on a quand même un peu un ordre d'idée. Les sarcophages voyagent quand même voyagent pas mal. Oui, ils ont quand même été importés à l'échelle régionale. Mais là aussi, on voit que donc ils ont plutôt été importés au nord, dans les régions plutôt donc, au nord de la Palestine antique, donc à partir de la Samarie et donc en fait, la Samarie un peu au sens large, donc jusqu'à la plaine côtière et un petit peu plus au nord, mais pas trop en Judée, il n'y a pas vraiment d'exemplaires importés. C'est une pratique vraiment qui est utilisée donc, par les Samariens, pas par les Judéens. Avec la Judée et la Samarie, tu distingues deux régions politiques et culturelles, mais comment ton travail sur le terrain te permet-il d'attribuer des sarcophages à un espace culturel précis? Comment je travaille sur le terrain, ouais. Comment peux-tu restituer la chaîne opératoire de production du sarcophage? Par exemple, comment est-ce que tu relèves les traces d'outils qui les ont taillés et sculptés? Donc c'est comme ça aussi que j'arrive à définir certains que j'appelle ateliers, où c'est en fait donc des fois des sarcophages qui vont avoir des grandes similitudes dans les types de décors et dans leur finition et dans leur style. J'en ai 4 qui sont très similaires, qui ont des décors très similaires.
similaires, qui ont exactement le même style. J'ai donc dû constituer un corpus qui n'existait pas forcément, qui n'avait pas forcément été étudié dans son intégralité dans cette région par d'autres chercheurs avant. Donc j'ai dû constituer ce corpus. Donc pour ça, j'ai mené plusieurs prospections que j'ai menées aussi avec l'aide du ministère des Antiquités de Palestine. Et donc concrètement, sur le terrain, donc, je vais localiser les sites sur une carte par GPS. Hein. Et ensuite, relever ce sarcophage pour en étudier toutes ces caractéristiques et notamment ses décors. Donc pour les relever, déjà, il faut faire des bonnes photos dans l'ensemble, mais aussi dans le détail, notamment pour ces traces d'outils. Je les prends en photo avec une échelle pour essayer de comparer aussi, voir si je retrouve le même type d'outils sur d'autres sarcophages. Et donc après avoir pris des photos, je fais aussi des relevés, des dessins. Tu dessines directement d'après modèle les décors du sarcophage. Voilà, je redessine chaque face du sarcophage et je relève aussi le sarcophage en coupe. Je fais du dessin technique, du dessin de relevé, pas du dessin artistique. C'est vraiment pour relever toutes les caractéristiques techniques de l'objet. Hein. J'ai effectué parfois des photogrammétries, de reconstitution en 3 dimensions d'un objet grâce à la photographie. Je prends en photo l'objet sous différents angles et ensuite, grâce à un logiciel informatique, ces photos sont traitées pour donner un petit peu une reconstitution en 3 dimensions de cet objet. Ça me permet aussi de garder un petit peu les détails de ces décors et de sauvegarder en un sens aussi l'objet, le sarcophage en entier. Si j'ai pas précisé aussi, une fois que j'ai relevé aussi ces différents sarcophages, ensuite je l'inscris aussi dans une base de données où je regroupe tous les sarcophages de mon corpus par site. Et tu en as combien à présent ? Donc j'ai environ 250 sarcophages, donc très grande majorité datant de la période romaine. J'ai quelques exemples qui pourraient être antérieurs et non notamment un exemplaire de la période hellénistique qui correspond à la fin de l'Antiquité grecque entre le 4e et le 1er siècle avant notre ère. Très concrètement, est-ce que tu pourrais décrire un type de trace d'outil ? C'est difficile de décrire une trace d'outil à l'oral. Oui, pourquoi pas. Alors des traces d'outils qu'on peut retrouver assez communément sur les sarcophages, donc c'est les traces de pics qu'on va prendre pour dégrossir un petit peu le sarcophage et notamment creuser aussi à l'intérieur pour creuser la cuve. C'est un outil qui est posé, un outil à percussion posée, donc on place l'outil en forme de pic et on a un maillet, donc on doit taper dessus pour enlever des morceaux de pierre. Pour enlever de la pierre. On va retrouver aussi pour les finitions divers types de ciseaux, des ciseaux à dents, des ciseaux plats, donc on utilise beaucoup en sculpture, donc ces ciseaux à dents, c'est super technique. En archéologie, c'est comme en histoire de l'art, si on n'a pas de visuel, en fait c'est impossible de décrire notre objet d'étude. Si tu devais choisir 3 outils pour symboliser et définir ton travail de recherche, quels seraient-ils ? Je pense que ce que j'ai le plus utilisé, ce serait déjà l'appareil photo, le carnet de terrain et le matériel à dessin, tout simplement, pour mon travail de terrain. Donc après aussi, il y a tout le travail, tous les logiciels que j'ai pu utiliser par la suite. Mais si on parle vraiment que du terrain, c'est un petit peu les 3 outils que j'ai plus utilisés pour faire mon terrain de thèse. Tu as déjà évoqué des décors extérieurs sculptés sur le sarcophage. Est-ce que tu peux nous décrire quel type de décors sont sculptés sur les sarcophages ? Est-ce que c'est plutôt des symboles abstraits, des symboles figurés ? Est-ce qu'il y a des sarcophages plus ou moins décorés ? Pour le corpus que j'étudie, c'est sarcophage samarien, donc c'est sarcophage produit localement en Samarie. On retrouve principalement, presque exclusivement des sarcophages qui sont non figuratifs, dans le sens où c'est plutôt on va soit représenter des figures géométriques ou alors des décors végétaux. Donc ça va être des rinceaux avec des feuilles de vigne. Pour simplement préciser, c'est une forme d'arabesque végétale ? C'est ça. Les rinceaux, ce sont des arabesques, des sortes de vrilles où on va retrouver à l'intérieur de chaque arabesque petit motif, soit une feuille de vigne ou une grappe de raisin, des feuilles de lierre.
une feuille de figue, voilà. Ça c'est le vocabulaire un peu qu'on va retrouver et qu'on retrouve aussi dans la sculpture en général, la sculpture funéraire en Samarie et en Judée aussi d'ailleurs. C'est un petit peu le vocabulaire artistique hellénistique et romain. La différence de qualité, on va le retrouver dans la différence de finition. On va avoir des sarcophages qui sont entièrement sculptés, donc surtout sur toutes les faces. D'autres sarcophages, ils sont plutôt à l'état d'ébauche. On a seulement l'ébauche d'un décor. Donc dans ces sarcophages samariens, souvent, donc déjà on prépare le décor en sculptant d'abord un petit panneau en relief, et on va apposer ensuite le décor à l'intérieur, et on retrouve un très grand nombre de sarcophages qui n'ont pas été achevés en grande partie. On va retrouver simplement ces décors, donc à l'état d'ébauche. Donc là aussi, ça pose des questions. Pourquoi on a choisi d'utiliser ces sarcophages donc, avec un décor finalement semi-achevé? Est-ce que donc c'est par manque d'argent et manque de temps, on avait besoin d'un sarcophage, on l'a acheté dans cet état semi-achevé, on l'a utilisé. Ça pose aussi donc des questions sur les chaînes de production, des questions sur la standardisation. Donc est-ce que on sculptait donc ces sarcophages donc d'abord dans cet état un peu semi-achevé pour l'exportation, et ensuite le décor était fini une fois le sarcophage posé dans la tombe. Pour mettre à nouveau à défi tes compétences verbales, est-ce que tu pourrais nous décrire plus précisément le plus beau sarcophage de ta collection? Parce que si je me souviens bien, il y en a quand même un qui sort du lot. Il y a une série de sarcophages aussi donc, qui sortent un petit peu de ce qu'on va retrouver donc, dans ces productions samariennes romaines. Ce sont des sarcophages à colonnade qui montrera aussi qu'il y a une production de sarcophages au 1er siècle. Avant notre ère. Voire à la période hellénistique. Ce sont des sarcophages à colonnade qui reprennent un petit peu la forme d'un temple gréco-romain, où on va avoir des colonnes le long des sarcophages. Et alors c'est aussi un fait intéressant, c'est que ces sarcophages ont aussi conservé des traces de peinture, une peinture généralement bichrome, noire et rouge. Et il y a un sarcophage donc de cette série de sarcophages à colonnade qui comporte pour le coup des décors figuratifs, donc des décors animaux, avec la figuration de serpents qui sont peints en noir. On a aussi une scène avec un oiseau qui attaque un serpent, donc ça sort un petit peu de ce qu'on peut retrouver habituellement sur les sarcophages de Samarie, puisqu'on a ce décor-là qui est figuratif et qui en plus est peint, donc mis en valeur par de la peinture. Donc on voit que ces sarcophages sont assez différents de ce qu'on peut retrouver habituellement en Samarie. Les sarcophages samariens ont déjà un peu leurs propres codes locaux, ou c'est vraiment que de la réappropriation Je parlais tout à l'heure de vocabulaire, de décor gréco-romain. En fait, on va retrouver un vocabulaire qu'on retrouve dans le monde hellénistique et dans le monde romain, donc avec notamment ces rinceaux végétaux qu'on peut retrouver sur d'autres monuments. On retrouve un style vraiment local. Est-ce que c'est possible de qualifier cette légère adaptation locale des symboles qui circulent dans l'ère culturelle? En fait, c'est dans l'agencement des décors plutôt. Donc c'est déjà dans l'agencement des décors. Donc, les motifs sont repris d'un même vocabulaire, mais ils sont agencés toujours de la même manière. Donc voilà, toujours sculptés suivant les mêmes formes, je parlais tout à l'heure, donc ils sont sculptés à l'intérieur de panneaux en relief. Donc ces panneaux qui vont toujours avoir les mêmes formes. Donc finalement, on a un petit peu des motifs qui sont répétés à chaque fois, plus ou moins de la même manière. Donc le motif qu'on retrouve le plus, c'est celui de la rosace, notamment aussi à Jérusalem, en Judée, enfin dans toutes les régions un petit peu voisines. C'est un motif aussi qui est facile à faire, avec juste un compas et il y a là. Qui est facile à reproduire, et donc c'est un motif géométrique, qui est aussi le motif qui est utilisé, qui est répété le plus sur les ossuaires qu'on va retrouver en Judée. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le monde funéraire au Proche-Orient. Avant de repartir sur des questions plus identitaires sur les personnes inhumées dans les sarcophages, tu viens déjà de décrire pas mal la matérialité du sarcophage avec la cuve, les décors extérieurs, jusqu'à la trace des outils qui ont servi à le tailler et à le sculpter. Peut-on qualifier ces sarcophages de samaritains, romains, samariens ? Suite au prochain épisode pour approfondir le multiculturalisme des adeptes de sarcophages entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. C'était Lucie Duvignac pour la première partie d'une conversation sur les sarcophages de la Samarie antique. Merci Lucie pour cette introduction à l'archéologie et à l'histoire de l'art. À très bientôt.